Yo, c'est Noémie et bienvenue dans un nouvel épisode du Mystery Vlog. On est mardi, il est 19h. J'ai deux lectures en cours que je vais essayer de finir le plus vite possible. Je n'ai pas encore tiré ma palle des cartes pour le mois d'août, mais ça ne saurait tarder. Il n'empêche que j'avais très envie de découvrir le premier livre qu'on va lire dans ce vlog, que je vais lire dans ce vlog. Comme d'habitude, j'espère quelque chose d'assez court ou facile à lire, mais bon, le destin en décidera pour moi. Je vous rappelle le principe de ces vidéos. Dans ce petit pot, il y a l'intégralité des titres de ma pile à lire, physique exclusivement, sur des papiers de différentes couleurs. Les couleurs ne correspondent à rien en particulier. C'était juste pour qu'il n'y ait pas que des petits papiers de la même couleur. Donc on est parti. L'idée, c'est d'essayer d'en lire 3 par vidéo. Je sais que ces derniers temps, je vous fais plutôt des vlogs avec 2 lectures. J'aimerais vraiment repartir sur des vlogs à 3. Ça va dépendre de la taille du livre, ça va dépendre du temps que je mets pour le lire. Donc, c'est parti. Ok, j'en ai un. C'est à l'envers. Ouh, ça c'est une très bonne option parce que c'est une suite de série. Alors, il est où? Il est juste là. C'est donc le petit papier sur lequel il est marqué Heart and Mercy. En réalité, The Undertaking of Heart and Mercy, c'est le tome 1 de cette série, dont je ne me souviens plus du titre. Et le tome 2 qui est dans ma pile à lire, c'est The Undermining of Twyla and Frank. On est sur une série de tomes compagnons qui sont des fantasy romance, et pas des romantasy. Oh, je suis trop contente! Ça va être trop bien. Je crois qu'on est sur un Friends to Lovers, si je me trompe pas. Peut-être avec un triangle amoureux, donc là j'ai un petit peu peur, mais je suis trop contente. Il est pas très long en plus et je crois que j'ai l'audio. Ah, ça me fait trop plaisir. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit celui-ci qui sorte, donc c'est très cool. Et comme pour l'instant, c'est le dernier de cette série que j'ai dans ma pile à lire, même si le tome 3 devrait sortir d'ici la fin de l'année, je ne vais pas garder le petit papier, je vais le jeter tout de suite, donc il ne va pas retourner dans le pot. Et je vais me lancer dans cette lecture avec grande impatience. J'avais adoré le tome 1. Dans le tome 1, alors je vais essayer de vous donner le pitch, même si celui-ci est très différent, mais dans le tome 1, on faisait la rencontre de Heart and Mercy. Et ce que j'avais adoré dans cette histoire, c'est qu'on était sur une réécriture un petit peu de You've Got Mail. Vous avez un message, le film avec Tom Hanks et Winona Ryder, je crois que c'est ça. Donc on va avoir Mercy qui tient un petit peu à flot l'entreprise de pompes funèbres de sa famille, et Art qui est un genre de marshal qui traque les morts vivants, entre guillemets, enfin justement qui traque les morts pour qu'ils ne redeviennent pas des morts vivants, des espèces de ghouls, et pour ça il faut emprisonner leur âme qui se trouve dans le foie, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ils travaillent très souvent ensemble puisque Art ramène les corps à l'entreprise de la famille de Mercy. Il n'y a que 2 entreprises qui s'occupent de ça dans le village, et soit c'est l'entreprise de Mercy, soit c'est l'entreprise, les concurrents. Et en fait, ils peuvent pas se saquer l'un et l'autre, ils se détestent. Et puis un beau jour, Art, dans un moment d'un peu de déprime, va écrire une lettre à un ami. Pas quelqu'un directement, juste un ami. Il a besoin de libérer un petit peu ses sentiments, donc il écrit à un ami sans avoir l'intention spécifiquement de poster cette lettre, sauf que cette lettre va finir par atterrir entre les mains de Mercy et va commencer une correspondance entre ces 2 personnages qui vont évidemment tomber sous le charme l'un de l'autre sans se rendre compte que c'est eux. Et voilà, et j'avais adoré le tome 1, très mystérieux en ce qui concerne l'ambiance, les décors, mais j'ai trop hâte d'y retourner. Ça va être trop chouette, je suis trop contente. Je vous reprendrai quand j'aurai atteint la moitié. Il fait 380 pages. Donc, ouais, j'ai trop hâte. Donc, je vous reprendrai, comme dit, quand j'aurai atteint la moitié. Et puis, à ce moment-là, je pourrai vous donner un pitch un peu plus précis sur ce tome 2. Hello, on est jeudi, le 7
août et vous verrez cette vidéo la semaine prochaine. Donc il est temps que je me mette réellement à mes lectures. J'ai atteint à l'instant la moitié de The Undermining of Twila et Frank. Je l'écoute en français, puisque la version française est disponible sur Nextory. Et j'adore, c'est incroyable, je passe un super moment. C'est aussi fun et décalé et drôle que The Undertaking of Heart and Mercy. Et je vous invite vraiment à découvrir cette série. Donc, dans cette histoire, on est quelques mois seulement après la fin du tome 1. C'est une série de tomes compagnons, donc vous n'avez pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour lire le tome 2. Vraiment, vous allez rater. Pas vraiment. Dans le tome 1, on a une invasion d'un genre de zombie, mais cette histoire est résolue à la fin du tome 1. Donc le tome 2 commence sur de nouvelles bases, on va dire. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin d'avoir lu le tome 1 pour comprendre le tome 2. La seule chose, c'est que Heart and Mercy vont être mentionnés dans l'histoire. Ça se passe au même endroit, mais comme dit, quelques mois plus tard. On va faire la rencontre de Twila, qui est veuve, qui a 53 ans, qui a 3 enfants et 3 petits-enfants, et de Frank, qui est divorcé et qui lui a, je crois, 2 enfants. J'ai un petit doute sur le nombre d'enfants qu'il a. Mais au moins 2, c'est sûr. Je crois 2, parce qu'il me semble que sa femme est partie avec 2 enfants. Alors soit le 3e était déjà grand et est resté avec son père, ou alors était déjà parti. Mais j'ai vraiment un doute là-dessus. Et donc Frank a aussi 53 ans, ils ont le même âge. Twila a seulement quelques mois de plus que lui, je crois. Ils sont voisins. Et en fait, le jour où Frank et sa femme ont emménagé, Twila s'est tout de suite liée d'amitié avec elle. Et elles discutaient beaucoup, elles râlaient un peu sur leur mari jusqu'au jour où la voisine est partie et a abandonné son mari en emmenant ses enfants. Et Twila, sans se sentir vraiment coupable, elle était veuve déjà depuis quelque temps. Elle s'est liée d'amitié avec Frank, donc son voisin, qu'elle est allée réconforter dans un premier temps. Et donc ils sont amis depuis très longtemps, et ils sont même meilleurs amis, et ils sont vraiment très 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 proches, à tel point que les gens autour pensent qu'ils sont en couple, ce qui n'est pas le cas. Le titre, c'est The Undermining of Twila et Frank, donc vous vous doutez bien que la romance, ça va être entre ces deux personnages, sauf que Twila et Frank sont Ranger, comme l'était Hart dans le tome 1. D'ailleurs, on va retrouver l'ancien coéquipier de Hart dans ce tome 2, que j'aime beaucoup, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup, qui sort avec le frère de l'héroïne du tome 1. Mais bon, ça reste un personnage secondaire, même s'il est très très drôle. Et donc, on va suivre un petit peu les aventures de Twila et Frank en tant que Rangers. Ça fait des années que Twila n'a pas eu de relation amoureuse, et puis franchement, c'est pas du tout ce qu'elle cherche. Et un beau jour, il y a un de leurs collègues qui va mourir. Donc ils vont devoir un petit peu mener l'enquête, et ils vont tomber sur, comme la couverture le laisse présager, des dragons. Et je vais pas trop vous en dire parce que c'est vraiment drôle et chou et incroyable, mais on a du coup un expert, un dracologue, qui va débarquer, et il va y avoir un début de relation entre ce dracologue et Twila, ce qui va entraîner toute une remise en question et un comportement un peu étrange aux yeux de Twila de la part de Frank. Donc on va avoir toute cette réalisation que en fait, c'est mon meilleur ami depuis des années, mais est-ce que ça pourrait pas être plus? Alors pour l'instant, elle n'en est pas là, hein. On n'est qu'à la moitié du roman. Pour l'instant, c'est juste inenvisageable, et ça l'agace même un petit peu que les gens puissent penser qu'ils sont ensemble. C'est trop bien. J'adore, je passe un super moment, j'aime énormément l'atmosphère, l'ambiance, le monde que l'autrice a créé. J'aime les personnages, je trouve que le fait que ce soit des personnages plus âgés que ce qu'on a l'habitude de trouver dans les romances, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment tout ce côté, les enjeux sont différents, ils cherchent pas la même chose, enfin, ils cherchent pas la même chose, c'est faux. C'est pas parce que tu as 53 ans que tu peux pas chercher l'amour, mais a priori, c'est pas la priorité dans leur vie. Alors par contre, il y a quelques petits trucs qui me dérangent. Mais c'est normal que ça me gêne, et je pense que l'autrice a
vraiment bien écrit ses personnages et a vraiment bien construit son histoire de manière à ce qu'on ait envie de péter un câble à la place de l'héroïne. Je vous l'ai dit, Twyla a 3 enfants, notamment un, je crois que c'est Wade, qui est donc le père des 3 petits-enfants qui sont assez jeunes. Il y en a un, c'est encore quasiment un nourrisson. Et puis les 2 autres sont vraiment très très petits. Je dirais, je sais pas, 3 ans et 5 ans peut-être, ou quelque chose comme ça. Ou peut-être un peu plus, mais pas beaucoup. Et l'histoire commence, on tombe sur Twyla, pardon, qui est en train de travailler bénévolement, mais elle travaille quand même avec Frank. Et Wade débarque avec ses 3 gosses en lui disant au secours, est-ce que tu peux me prendre les gamins? Ma femme est partie, je sais pas faire quoi, c'était pas prévu, elle me laisse toute la journée. Bah non, en fait, je bosse. Et puis demain, je pars en patrouille, donc non, je ne peux pas garder tes enfants. Tu es leur père, tu te débrouilles. Donc, c'est plus ou moins le discours sans le tu es leur père, tu te débrouilles qu'elle lui tient. Donc, pour cette première scène, elle réussit à pas se faire embarquer. Sauf que le jour où elle revient de patrouille, il est déjà chez elle et il a envahi son espace avec ses 3 gosses. Et là, il lui dit ouais, ma femme est partie, sa grand-mère est au plus mal, donc elle a dû rentrer chez elle en catastrophe. Et puis moi, j'ai prévu d'aller camper avec des copains, donc je te laisse les gamins. Et en fait, ce soir-là, elle est censée avoir son premier rendez-vous avec Quill, qui est donc le dracologue. Donc, et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et même elle, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a cette réflexion d'héroïne en mode, mais je suis chez moi, merde. Et elle le dit à son fils. Non, c'est pas merde qu'elle dit, c'est putain, parce qu'après, le petit, il est là, putain, putain. C'est trop drôle. Bref. Mais bon, ça n'empêche que son fils se barre quand même en lui laissant les 3 gosses. En plus de ça, sa fille débarque un jour plus tôt que prévu. Elle avait prévu de rentrer à la maison, mais seulement le lendemain. Du coup, elle se retrouve avec sa fille, son petit copain qui en fait... alors ça aussi, c'est très intéressant. Elle a prévenu sa mère qu'elle venait avec Everett. Donc la fille s'appelle Hope. Et elle a prévenu sa mère qu'elle viendrait passer quelques jours de vacances avec Everett, qui est son meilleur ami. Ils sont très proches depuis très longtemps, sauf que quand elle arrive, elle annonce à sa mère qu'ils vont se marier. Et Twyla n'est pas heureuse de cette... Alors elle est contente pour sa fille, mais d'un côté, elle est assez en colère, assez vexée, et elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. De savoir pourquoi elle n'arrive pas à se réjouir entièrement du futur mariage de sa fille. Et nous, en tant que lecteurs, on comprend très bien que c'est parce qu'en fait, elle s'en rend pas compte, mais elle fait la comparaison entre la relation de sa fille et Everett et sa relation avec Frank. Et du coup, le fait que sa fille ait fait le pas de passer de l'amitié à l'amour, ben, même si elle s'en rend pas compte, inconsciemment, elle se dit, mais du coup, c'est valider l'idée que les gens se font de l'amitié homme-femme. Et elle veut pas de ça pour l'instant. Bon, je pense que ça saurait tarder. Comme dit, je suis arrivée à la moitié. Donc, Et comme ce sont des séries de tomes compagnons, l'intrigue va forcément être bouclée dans ce tome-là. Donc, j'en suis arrivée à un moment où... Ah oui, et l'autre chose qui me dérange, donc, il y a d'abord le fils qui est insupportable et à qui j'ai envie de dire, mais va te faire voir, en fait. Enfin, tu récupères tes gosses et puis tu t'en occupes, c'est toi leur père, tu viens pas... la grand-mère, c'est pas la garderie, en fait. Et elle aussi, elle a une vie, même si tu n'y crois pas, parce qu'en plus, il est ultra condescendant, enfin, pas condescendant, mais il est ultra moqueur avec sa mère, en fait. Pour lui, c'est inenvisageable, c'est sa mère, tu vois. Elle peut pas avoir une relation amoureuse ou une vie sexuelle, c'est impossible. Et l'autre chose qui me dérange, c'est Quill. Donc le dracologue qui est a priori bien sous tout rapport. Il est issu d'une famille très aisée. Son père est comte. Du coup, il parle un peu avec quelques manières et il s'habille avec quelques manières aussi. C'est assez touchant, c'est assez drôle. Par contre, ce qui m'embête, c'est que donc leur relation va évoluer d'une certaine manière et après ça, après que leur relation ait évolué, il n'arrive pas à faire la distinction entre le privé et le professionnel et du coup ils sont obligés de travailler ensemble mais il peut pas s'empêcher de la toucher, l'embrasser, l'appeler ma chérie et Twyla c'est quelque chose qui la dérange beaucoup et elle a beau lui dire bah il veut pas l'entendre et ça m'énerve. Ça m'énerve énormément. Donc j'espère que ça va s'améliorer et j'espère surtout que elle va réussir à mettre le haut là et à s'affirmer un petit peu plus parce que
C'est déjà une femme qui... je vais même... Non, c'est faux, j'allais dire qui sait ce qu'elle veut, mais c'est faux. Disons que c'est une femme qui sait dire non. Ça, il n'y a aucun souci. Mais j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus affirmée dans ses choix. Et surtout, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle vaut et qui est persuadée que elle n'est pas spécialement belle. C'est bon, elle a 53 ans, son corps s'est ramolli. Pourquoi quelqu'un voudrait d'elle? Du coup, elle est assez... Elle accueille les élans d'admiration de Quill avec beaucoup de plaisir, alors qu'en réalité, c'est pas ce qu'elle mérite. Ce qu'elle mérite, c'est Frank, en fait. Et nous, on le sait depuis le début, mais elle n'arrive pas à le voir, parce qu'il n'y a aucun moyen, dans aucun univers, pour elle, que la relation qu'elle a avec son meilleur ami devienne autre chose. Et je trouve que c'est vraiment bien écrit. J'aime vraiment beaucoup la manière dont l'autrice a abordé ce sujet. Donc, je vais retourner à ma lecture. Et puis, je vous reprendrai quand je l'aurai terminé pour vous donner ma note finale qui, a priori, devrait être plutôt bonne. Hello, on est toujours jeudi, on est de retour au bercail. Et l'avantage du jeudi pendant les grandes vacances, c'est que le matin, pas que le matin, enfin je travaille que le matin le jeudi, mais en l'occurrence, j'ai une de mes 2 collègues qui est en vacances. Et la seconde ne travaille que l'après-midi, donc je suis toute seule dans le bureau, donc je peux travailler en écoutant mon livre audio. Donc je vous annonce que j'ai fini The Undermining of Twila et Frank. C'était trop bien, j'ai adoré, je lui ai mis 17 sur 20, 4 étoiles sur Goodreads. C'était vraiment incroyable. Wade et Quill, les 2 personnages avec lesquels j'avais quelques soucis en termes de comportement, ont eu leur arc rédempteur. J'ai adoré la manière dont ça s'est terminé, la façon dont la situation évolue entre Twila et Frank. Et on a une scène de fesses dans cette histoire. Incroyable. Incroyable. J'ai aimé tous les éléments de ce récit. J'ai été extrêmement surprise de l'identité du méchant, entre guillemets. Pour moi, il n'y a pas vraiment... Enfin, il n'y a pas vraiment de méchant. Si, il y a un méchant, bien sûr, mais on est... Je dirais qu'on n'est peut-être pas tout à fait sur de la cozy fantasy, mais franchement, ça s'en rapproche énormément. J'ai l'impression que le tome 1, il y avait les enjeux étaient un peu plus tangibles et c'était un peu plus dangereux dans le tome 1. Là, un peu moins. Mais c'était trop bien. J'ai adoré. C'était phénoménal. Je suis très 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 curieuse de lire le 3e volume qui devrait arriver dans ma pile à lire d'ici peu de temps, en tout cas cette année. Parce que je sais plus s'il est déjà sorti ou il va bientôt sortir, mais en tout cas je l'ai commandé chez Fairyloot. Donc je suis trop ravie d'avoir lu celui-ci qui n'était pas du tout prévu dans ma pile à lire. C'est aussi le concept de ces vlogs mystères. Donc ouais, franchement, lisez cette série. Ils ont été traduits en français par Milady, si je dis pas de bêtises. Et c'est top, c'est vraiment top. La traduction est excellente. La narratrice n'était pas mauvaise, parce que je l'ai écoutée en français, donc c'était rigolo, c'était fun, c'était chou. J'ai adoré, c'était vraiment trop trop bien. Donc lisez-le, je vous y invite. Je vais maintenant passer à mon moment préféré dans ces vlogs, piocher la prochaine lecture. Alors, quand je vous aurai quitté ici, je dois manger, je dois filmer mon wrap-up qui sortira ce soir, je dois aller à la poste déposer un colis pour l'anniversaire de mon neveu, et je sais que ce soir, quand mon mari rentrera, on devrait aller normalement à la salle de sport. Donc j'espère sortir un livre dont je peux trouver l'audio facilement, comme ça je peux commencer à l'écouter ce soir. Et si je trouve pas l'audio, au moins la version numérique, parce que la liseuse c'est quand même plus pratique quand je marche sur le tapis qu'un bouquin physique. Donc c'est parti. Et comme d'hab, j'espère toujours quelque chose de court, mais bon, forcément, une fois que j'aurai épuisé tous mes romans courts, il restera plus que les pavés. Allez.
Sing Me to Sleep de Gaby Burton, qui est juste en face de moi et juste derrière vous. Je vais garder le petit papier que je vais remettre dans le pot parce que c'est le tome 1 d'une duologie, je crois, et j'ai aussi le tome 2. Donc je vais le remettre dedans et je vous le sors tout de suite. Pardonnez-moi. Il est juste là. Sing Me to Sleep de Gaby Burton. C'est, comme je vous l'ai dit, le premier tome d'une duologie. On est là encore sur un roman que j'ai reçu via la Fairy Loot. Et alors, c'est pas plus mal que ce soit celui-ci qui sorte. Il est pas très long. Je pense qu'il y a moyen que je trouve l'audio assez facilement, j'espère. Et puis surtout, il était dans ma pile à lire du Magical Readathon au mois d'avril. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Et j'avais pas réussi à le lire à temps. Donc je suis contente qu'il sorte parce que ça veut dire que je vais quand même valider déjà mon cours, sachant que le Magical Readathon, la prochaine édition, c'est en septembre. Donc il me reste un mois pour rattraper mon retard dans les cours que j'aurais éventuellement pas validés. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Et puis surtout, j'aime bien à la fin de l'année avoir réussi à lire tous les livres que j'avais prévu de lire. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Alors il est un peu abîmé, il va falloir que je rattrape un peu la couve. De quoi est-ce que ça parle? Je l'ai depuis le mois de juin 2023. C'est une sirène, c'est ça. Ah oui, c'était ça. Donc on va suivre Sorcha Sorkova qui survit en secret. Elle est la dernière sirène de son royaume et elle peut chanter n'importe quel homme jusqu'à sa tombe. Chanter, enchanter. Mais son existence même est illégale et si sa véritable identité venait à être découverte, ce serait sa vie qui serait en jeu. Le jour, Sorcha se déguise en fae, prétendant être la parfaite, le franglais revient à la surface quand je traduis en vitesse réelle un texte en anglais, la parfaite soldate en entraînement. Et la nuit, elle satisfait ses besoins les plus urgents et les plus sombres en tant qu'assassin pour de dangereux mercenaires. Et pendant tout ce temps, le plus gros secret d'entre tous, celui qu'elle garde, c'est qu'elle n'est pas toujours capable de contrôler ses pouvoirs de sirène et son désir de tuer. Et puis il y a un maître chanteur qui menace sa sœur. Et les investigations de Sorcha vont l'emmener jusqu'au palais royal et jusqu'à son job le plus dangereux jusqu'à présent, devenir le garde du corps personnel du prince. Et Sorcha s'attend à détester le prince qui s'appelle Ace, sauf qu'il est gentil, il est attentif, il est charmant, et elle va se retrouver de plus en plus attirée par lui, jusqu'à ce qu'il la charge de mener l'enquête sur un assassin, enfin un tueur qui menace le royaume. Le problème, c'est que ce tueur, c'est Sorcha elle-même. Elle va être donc coincée dans cette double vie mortelle et elle ne peut quitter le palais avant d'avoir sauvé sa sœur. Mais qui pourra la sauver d'elle-même ? Voilà, donc les sirènes, c'est pas forcément mon type de créature fantastique favorite, mais pourquoi pas. Par contre, j'adore les histoires de sororité, donc ça peut être chouette. Et il fait 385 pages, 384 pour être précise, donc il est pas très long. Et comme dit, je pense pouvoir trouver l'audio assez facilement. Donc je vais me lancer dans mes petites recherches pour faire ça. Et puis je vous reprendrai quoi qu'il arrive quand j'aurai atteint la moitié. À peu près, pour vous dire ce que j'en pense. Hello, on est jeudi et j'ai essayé de ne pas vous parler très longtemps parce qu'il fait extrêmement chaud et que je suis fatiguée et que j'aimerais bien aller me coucher même s'il n'est que 10h. Vous étiez censé voir cette vidéo ce soir mais je n'ai pas fini mon bouquin donc je vais repousser un petit peu. C'est la première fois depuis le début de l'année qu'il n'y aura pas de vidéo le jeudi. Avec un peu de chance, ce sera pour demain. Au pire samedi, j'espère. Mais je vous reprends parce que je viens d'atteindre à l'instant la moitié de Sing Me to Sleep de Gaby Burton. Alors, je vais changer mon...
marque-page. D'ailleurs, je vais enlever ça pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc je suis page 197 et chapitre 26. Alors, au niveau de l'histoire, j'ai pas finalement grand chose d'autre de plus à vous dire que le résumé, puisqu'en réalité, il se passe effectivement ça. Saoirse participe à une compétition pour obtenir un poste prestigieux en tant que soldat et elle est embauchée par le prince qui cette année exceptionnellement recrute puisqu'elle a remporté la compétition. Elle vit avec son père et sa mère qui sont ses parents adoptifs et sa sœur qui est aussi une sœur adoptée. Donc il n'y a aucun lien de parenté entre aucun des quatre et Saoirse est une sirène. Et on sait que sa sœur n'est pas une fae non plus, mais on ne sait pas encore, à la moitié, ce qu'elle est. Il va y avoir une lettre de menace sur laquelle Saoirse va tomber qui menace de révéler l'identité, enfin la nature de sa sœur si elle ne donne pas d'argent pour le silence de la personne qui les menace, cette personne restant anonyme. Et du coup, elle va se lancer, elle va finalement accepter la proposition du prince de travailler pour lui au palais en tant que garde personnelle avec 5 autres personnes. Donc on a 4 fae, chacun avec un pouvoir d'éléments différents. Et la 5e personne, c'est une sorcière. Les sorcières sont méprisées dans cet univers, donc c'est assez étonnant que Ace, qui est le prince, ait pris une sorcière à son service. Mais la relation entre Ace et son père est extrêmement tendue. Je vous laisserai deviner pourquoi. Et comme son père déteste les sorcières, c'était un peu un moyen de faire enrager son père. Donc, Saoirse se retrouve embarquée dans cette histoire avec d'un côté un maître chanteur et du coup, elle essaie de deviner qui parmi les membres proches de la garde royale, enfin du roi et du prince, pourrait avoir envoyé ces lettres, parce qu'elle va en recevoir d'autres. Et puis d'un autre côté, en tant que je vais y arriver, pas sorcière, sirène, elle est engagée par une organisation qui s'appelle Ravage pour tuer des gens. Et son don malédiction de sirène fait que elle a une soif de sang quasiment inextinguible. Elle a une soif de sang quasiment inextinguible, ce qui fait que c'est un peu le moyen pour elle. Déjà, ça lui rapporte de l'argent parce qu'avec ses besoins particuliers, dont on ne sait toujours pas ce que c'est, Rain, sa petite sœur, a besoin d'aller dans l'école la plus prestigieuse qui existe. Donc, ses parents, qui ne sont que des meuniers, n'ont pas l'argent pour assurer l'éducation de leur fille. Du coup, Saoirse travaille pour Ravage de manière à récolter plus d'argent et pouvoir payer les frais de scolarité de sa sœur. Et d'un autre côté, ça lui permet aussi d'assouvir sa soif de sang. Et le problème, c'est que les meurtres commis par Saoirse au nom de Ravage vont commencer à être pris un petit peu au sérieux. Je ne vais de nouveau pas vous dire pourquoi, par la famille royale. Et du coup, elle va se retrouver à devoir enquêter sur elle-même, puisque c'est elle qu'il cherche en réalité. Alors on a un gros complot politique, on a pas mal de petites choses qui me dérangent malheureusement dans cette histoire. Déjà, je suis pas hyper fan du style de l'autrice. Je trouve que trop souvent, comme dit, je suis à la moitié, donc je suis à moins de 200 pages et je dirais que toutes les 50 pages à peu près, on est du point de vue de l'héroïne, d'un point de vue à la première personne, donc elle s'exprime en disant « je ». Et je trouve que toutes les 50 pages à peu près, on a un récap un peu comme si elle écrivait son journal en mode « Bon, alors qu'est-ce que je sais maintenant ? Petit 1, je sais que tatata. Petit 2, je sais que tatata. » Et je trouve que c'est pas fluide et ça ne coïncide pas avec le reste du format de l'histoire. Donc, ça me plaît pas. À part ça, j'adore le fait que Saoirse soit une sirène et qu'elle ne s'excuse pas d'être une sirène. Elle est consciente que ce qu'elle fait, c'est mal, mais elle ne peut pas s'en empêcher, c'est sa nature. Donc on assiste à 2 scènes de meurtre. Elle tue 2 personnes sous nos yeux. On assiste à ces assassinats et je trouve que la manière dont c'est écrit, on comprend vraiment ce que ressent l'héroïne, qui du coup n'est pas vraiment une héroïne en réalité. On est plutôt sur un anti-héros, une anti-héroïne. Mais je trouve qu'elle se cherche aussi pas mal des excuses
Et puis, on est sur une fantasy young adulte, je crois. J'ai un doute maintenant. De la Fairyloot. Donc, a priori, potentiellement une romance. La romance, à mon avis, si elle a lieu, aura lieu entre Saoirse et Ace, le prince, sauf qu'il s'est passé quelque chose que je ne vais pas vous dévoiler, qui fait que pour moi, il est désormais inenvisageable qu'il y ait une romance entre ces deux personnages. Il s'est passé un truc qui fait que jamais de la vie, lui pourra envisager, une fois qu'il saura la vérité, pourra envisager d'être avec elle. Donc, je sais pas comment l'autrice va se dépatouiller. Ça m'inquiète pas plus que ça. Je vous avoue que je suis assez neutre et en même temps, je suis assez intriguée. J'ai quand même envie de savoir jusqu'où ça va aller. Et je trouve que c'est assez fluide. On a des chapitres qui sont un peu plus longs, mais la plupart des chapitres sont très courts. Du coup, c'est assez... le rythme est assez bon. À part ça, j'ai trouvé quelques petites incohérences aussi. Je vous ai dit que la lettre de menace menaçait Saoirse de dénoncer sa sœur si elle ne donnait pas d'argent. Ça, c'est ce que Saoirse nous dit. En réalité, la lettre a été trouvée dans le sac de sa petite sœur. Et sur cette lettre, il est noté « Je sais ce qu'elle est, si vous ne déposez pas tant au port, blablabla. » Donc si la lettre a été déposée dans le sac de sa sœur, c'est qu'on menace pas on menace pas de dévoiler l'identité de sa sœur, c'est qu'on menace de dévoiler son identité à elle. Sinon, la lettre dans le sac de Rain aurait été « Je sais ce que tu es ». Voilà, donc là, il y a une petite incohérence pour moi et j'ai la version originale en anglais. Donc, c'est une incohérence dans le texte en anglais. Et, alors je ne vais pas vraiment noter ce critère dans mon évaluation finale, mais comme il y avait pas mal de termes plutôt spécifiques au récit, je me suis dit que j'allais quand même essayer de trouver la version numérique en français pour pouvoir vous traduire les bons mots dans mon article, parce que comme c'est le tome 1 d'une série, j'avais envie de vous faire un récap complet pour que vous puissiez lire le récap avant de commencer le tome 2 si vous n'avez pas envie de vous refarcir les 600 pages. Enfin, 600 pages, non, du coup 400 pages. Oui, 400 pages du tome 1. Et ben, j'ai bien fait parce que du coup, Rain, dans la version originale, devient Bruine en français. Et June, jeune, ça s'écrit jeune comme être jeune et fringant. J-E-U-N-E. Donc je pense que je le prononcerai June en anglais, devient Jouvence en français. Ravage, c'est The Raise. Enfin, il y a pas mal de petites choses que j'ai bien fait d'avoir la version française quand même sous les yeux à côté pour être sûr que les mots étaient bien traduits, pour que vous compreniez de quoi je parle dans le récap. Mais ça, c'est le genre de choses qui m'agace et je vous en ai déjà parlé, je crois. La traduction des noms des personnages. C'est pas quelque chose qui se traduit. Je suis désolée. Quand c'est des jeux de mots, soit. Ça m'agace quand même, mais pour que l'auditeur, le public français qui n'est pas du tout anglophone comprenne la subtilité du nom de famille, à la limite. C'est pour ça que dans Harry Potter, ça m'énerve, mais bon. Je peux comprendre surtout que c'était une audience plus jeune qui était visée. Mais pour ce genre de truc, non, en fait. Je suis désolée, mais pour moi, c'est inutile et je trouve ça dommage. Et je trouve que c'est aussi une forme de manque de respect envers l'autrice qui a créé ces personnages tels quels. Et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est leur nom. C'est comme ça. Bref. Je vais m'arrêter là. Donc voilà, je suis un peu mitigée pour l'instant. Je pense que... Est-ce que je vais lire le tome 2? Est-ce que je vais pas lire le tome 2? Je pense que ça va dépendre complètement de la deuxième partie de celui-là. Et puis, quoi qu'il en soit, de toute façon, je vous retrouverai ici quand je l'aurai terminé. Et puis, pour clôturer ce vlog, puisque clairement, je n'aurai pas le temps de lire un troisième titre. Hello! On est vendredi et je viens à l'instant de terminer Sing Me to Sleep de Gaby Burton. Je lui ai mis 3 étoiles sur Goodreads. Je ne lirai pas la suite. C'était assez divertissant l'un dans l'autre. Mais j'ai
J'ai apprécié l'aspect non manichéen de Saoirse, le fait qu'elle soit une sirène qui tue et qui accepte plus ou moins sa nature. Ça m'a assez plu, mais je trouve qu'elle se plaint quand même trop souvent du côté inéluctable de sa monstruosité, et en fait elle fait rien pour... elle essaye même pas en fait d'être une bonne personne, donc je trouve qu'elle se plaint un peu trop, elle est assez hypocrite par rapport à ça. Ace, le prince, est pas quelqu'un de particulièrement remarquable, il est assez fade, les sentiments qu'il a pour Saoirse le rendent même carrément faible. Je crois que je vous l'ai déjà mentionné dans mon clip précédent, il y a une romance qui va du coup s'installer entre ces deux personnages qui pour moi est absolument hors sujet, c'est impossible qu'ils finissent ensemble, et pourtant l'autrice décide quand même de partir dans cette direction. Du coup ça me gonfle un peu, il y a pas mal d'éléments de logique qui m'ont dérangé. C'est un 12 sur 20 du coup à peu près sur Livre Addict, et donc comme dit 3 étoiles sur Goodreads. C'était divertissant, j'allais dire sympa, divertissant, oui. Je me suis amusée parce que j'ai fait aussi un récap au fur et à mesure où j'avançais dans l'histoire, donc c'était une bonne lecture, mais pas à cause du contenu, et encore moins du style de l'autrice que j'ai pas aimé. Plus pour le côté expérience, la manière dont je l'ai lu, on va dire. Mais voilà, c'est une lecture que je peux vous recommander si vous n'êtes pas aussi pointilleux que moi en termes de logique, on va dire. Et le tome 2, enfin la fin du tome 1 laisse présager une ouverture du monde dans le tome 2, qui est je crois le dernier parce qu'il s'agit d'une duologie. Donc ça peut être intéressant, mais malheureusement il y avait trop d'incohérences pour moi pour que j'ai envie de lire la suite. Donc je vais mettre celui-ci de côté pour tenter de le vendre avec son collègue qui était juste derrière vous. Voilà. Je ne sais pas si le tome 2 a déjà été traduit en français, peut-être. Je ne sais pas de quand date celui-ci. 2024, donc peut-être que le tome 2 a déjà été traduit. Je ne sais plus par qui, par quel éditeur français, mais bon, c'est pas très grave. Donc je vais essayer de me séparer de ces deux-là, ce qui fait que j'ai enlevé d'un seul coup 2 livres de ma pile à lire, donc youpi, mais en même temps, j'aurais préféré l'aimer et les enlever de ma pile à lire parce que je les ai lus tous les deux. C'est comme ça. Je vais vous laisser, du coup, pour cette vidéo. Normalement, vous devriez la voir un peu plus tard dans la soirée, nuit, je ne sais pas. Mais je vais essayer de faire ça vite. Et puis... ouais, c'est dommage parce que j'ai adoré The Undermining of Twyla et Frank, c'était trop bien, et là, une petite déception. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu du Mystery Vlog, je ne peux pas savoir à l'avance ce que je vais lire. Donc, je vais vous laisser. Si vous avez envie de laisser une trace de votre passage mais que vous ne savez pas quoi me dire, laissez-moi une sirène dans les commentaires. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le vlog du Buzzword que je vais commencer tout de suite maintenant. Et puis sinon, au mois de septembre, waouh, pour le prochain Mystery Vlog. Ciao!